Bonjour à tous, je m'appelle Hans-Joseph Jeanron, je ne suis pas le PDG de Cinequa que vous avez peut-être vu dans votre annonce, je ne suis que le directeur marketing et je vais essayer de ne pas vivre la réputation du directeur marketing et de vous raconter des choses embellies. Donc pour preuve de ma bonne volonté, je vais même utiliser une présentation un peu bricolée parce que je vais essayer de vous faire part de certaines expériences des derniers jours, y inclut hier soir une soirée du Gartner Group qui a peint son image des années à venir dans l'informatique et qui me va très bien. Ils n'ont peut-être pas tiré les mêmes conclusions que moi qui va vous dire que évidemment il faut des logiciels de search pour maîtriser votre futur dans les quelques années qui viennent, mais vous jugez vous-même si ma conclusion est crédible ou pas. Alors, on va parler un peu des enjeux de la prolifération des données, de l'information, les enjeux de l'évolution de l'informatique, tels que je l'ai appris hier soir, sur le business search de Cinequa, la vue de 360 degrés quand même pour traiter le sujet du jour. Et vous aurez après une expérience concrète de nos clients, Pernod Ricard, qui, malgré mon insistance, est venu sans le camion de bouteilles, donc il va falloir que vous vous procurez dans les magasins. D'ailleurs, je reste assis pas parce que je suis mal poli, mais parce que je suis obligé par les caméras. Aujourd'hui, rien ne se passe sans caméra. Alors, quelques thèmes d'hier soir. Je ne sais pas si vous êtes familier du mot New Deal et que sa signification pour les Américains. C'était une des grandes promesses d'après-guerre de Roosevelt, si ma mémoire est bonne. Et donc, quand on parle de New Deal de l'information, c'est quelque chose d'important. Alors, en gros, c'est créer la capacité dans l'entreprise de traiter l'information de manière stratégique. Vous allez peut-être me dire, on fait ça depuis très longtemps. Je vais essayer de vous montrer quelles sont les failles, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est plutôt investir ou dépenser de l'argent pour faire la même chose que les concurrents. C'est très rare qu'on utilise l'investissement informatique pour traiter l'information de manière à se distinguer de son voisin. Une deuxième citation que j'ai laissée en anglais parce que c'est très joli. It's not information overload, it's filter failure. Donc, on se plaint tous d'avoir trop d'informations ou trop de données plutôt et trop peu d'informations, ou trop d'informations et pas assez de sens. Mais en gros, c'est parce qu'on n'est justement pas capable de traiter l'information de manière stratégique. Ça veut dire de tirer des informations qui nous rendent capables de faire différemment des choses que notre voisin. Donc on ne sait pas les trouver, on ne sait pas les filtrer. Et donc, comme je disais, la plupart des investissements sont faits pour être au moins au même niveau que la concurrence, plutôt que à faire des choses différemment. Un deuxième aspect de ça, c'est que les budgets informatiques souvent rassemblent aux premières images. On dépense la majorité pour des coûts de l'IT récurrents et relativement peu pour l'innovant. Maintenant, on peut être tous d'accord de ça. On va sortir, on va voir nos PDG en disant c'est un scandale, il faut changer tout ça. Si je peux vous rapporter un autre message d'hier soir, c'est que ça n'a pas changé facilement. Les budgets informatiques dans les années à venir, les 3 années à venir à peu près, vont être plats. Donc il faut que vous trouviez l'argent avec des projets pour investir après
dans des projets plus innovateurs. Et trouver de l'argent, ça veut dire que vous devez faire des projets qui ont un ROI très rapide et de préférence assez élevé pour dépenser différemment. Parce que vos utilisateurs, ils voient la valeur de votre investissement très différemment. Les 3/4 ou les 80% que vous dépensez dans le récurrent, pour eux, ça a relativement peu de valeur. Le peu que vous investissez dans l'innovation, espérons qu'ils le voient en tant que tel, avec la même valeur. Par contre, tout le reste du camembert là, en rouge, c'est ce qu'ils attendent et ce que vous ne fournissez pas. Donc, il y a urgence de faire les bons projets. Juste une autre image d'hier soir. Traiter cette information de manière stratégique veut dire qu'il faut donner la possibilité de créer, de partager, et après de trouver et de filtrer. Et je pense que là, on est relativement proche dans notre thème déjà. Juste pour compléter encore un peu, quel genre d'informations on doit essayer de traiter. Vous avez des différentes bulles là, avec différentes tailles, différentes couleurs. Le code couleur est expliqué à droite. Donc les données non structurées, structurées et des personnes. Ça, c'est relativement rare dans l'informatique des entreprises, sauf pour ceux qui sont en train de mettre en place des réseaux sociaux d'entreprise. Là, je peux vous apporter aussi un éclairage d'un utilisateur assez expérimenté qui disait que les entreprises mettent en place des réseaux sociaux et après, ils pensent que la mayonnaise va prendre et par magie, on va être tous plus innovants. Rien ne se passe. Et donc, les réseaux sociaux en tant que tels, déclaratives, pâtissent souvent du fait que, au début, tout le monde aime bien montrer tout ce qu'il sait. Après, il y a trop peu de retours. Et donc, on ne fait plus rien. Et si vous cherchez un expert, là-dedans, pour trouver les peu qui ont dit qu'ils sont experts dans certains domaines, vous ne trouvez pas vraiment les personnes qui, réellement, sur le terrain, sont sollicitées par leurs collègues et qui ont des choses à dire. Donc, on est dans une problématique de recherche, plutôt dans une pure problématique de réseaux sociaux. Et vous voyez évidemment beaucoup de bleu ici. C'est juste pour vous rappeler que la plupart des informations aujourd'hui ne sont pas structurées dans vos bases ERP, CRM ou autres, mais dans les emails, dans les intranets, les extranets, l'Internet tout court, etc. Donc, il y a une grande différence d'expérience des utilisateurs qui, dans le web, aujourd'hui, je vais vous montrer l'autre courbe en même temps, voit deux courbes qui divergent de plus en plus. La verte, c'est l'expérience personnelle et elle débarque dans les années 90 en dessous de la rouge. Ça veut dire que quand j'allais au bureau, j'avais une infrastructure d'information et d'informatique qui était plus évoluée de ce que j'avais à la maison. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est l'inverse. Et tout ce que j'attends de l'informatique de mon entreprise, tout ce que j'ai avec moi-même, et surtout à la maison, je ne l'ai pas dans mon entreprise. Et cette frustration, cette divergence de la courbe fait beaucoup de difficultés au directeur informatique. Pourquoi on est arrivé là ? Et je pense que c'est parce que pendant très longtemps, on a fait des très grands projets d'entreprise, d'informatique, de ERP, dans lesquels on coulait les processus de l'entreprise dans du soft, si on veut. On a créé des autoroutes, on a créé de l'urbanisme. Et comme toute autoroute, ça coûte très cher.
ça dure un certain moment, mais une fois qu'on est dessus avec une voiture, c'est agréable. C'est pour ça que c'était quand même pas une bêtise de le faire. Mais aujourd'hui, on a une telle liberté personnelle expérimentée sur le web que quand on est sur l'autoroute, on voit une belle plage à côté, quelque chose donc en termes de business intéressant, une opportunité à faire, on veut sortir de l'autoroute, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de sortie. Alors, on commence à bricoler des solutions autour de ces grandes autoroutes urbanistiques et c'est très difficile. Et je pense que c'est une erreur de base de dire je peux tout faire dans l'informatique structurée. Ça échappera toujours à cette attente. Vous pouvez faire des autoroutes comme chez nous en Allemagne à plus savoir quoi faire. Ils sont tous bouchés. Si vous rêvez de faire beaucoup de vitesse sur des autoroutes allemandes, je vous déçois parce que la plupart des fois, c'est pas possible, c'est trop plein. Donc, qu'on arrête à faire que des projets comme ça. Il faut autre chose. Il faut quand même quelque chose de costaud aussi, parce qu'on parle de volumes de données qui sont énormes. Et on parle aussi du fait que le rythme, le temps perçu dans les métiers et dans l'IT d'autoroute, c'est pas le même. Il faut être beaucoup plus agile. Et donc, ma conclusion de ces constats de problème est évidemment que une brique dans ces solutions, de traiter l'information très diverse et variée, multisilos, structurée et non structurée, en temps réel, de façon contextuelle, c'est le search. Bon, c'est beaucoup de propriétés maintenant, et on peut se dire, est-ce que c'est des promesses qu'on peut tenir ? Ça dépend, évidemment, parce qu'on a beaucoup de différentes possibilités de le faire. On peut créer des applications qui s'intègrent dans vos autres applications business, dans lesquelles on hérite beaucoup plus de contexte. Et quand vous posez une question, on n'a plus besoin de faire une certaine clarification sur les concepts desquels vous parlez. On sait déjà qui vous êtes, dans quel contexte vous posez la question, et on sait donc vous répondre beaucoup plus rapidement. Mais aussi, on peut avoir des moteurs de recherche de manière relativement classique et simple. Et vous allez entendre tout à l'heure comment même un moteur de recherche comme ça peut vous apporter des réponses plus rapides et plus pertinentes que ce que vous pouvez faire autrement. Et si je devais insister sur des mots là-dedans, c'est pertinence, rapidité. Je pense que pour la plupart d'entre vous, recherche, en tous les cas chez vous à la maison, c'est Google. Bon, moi aussi. Parfois, ça m'ennuie quand même un peu parce que je vois toujours la petite ligne en haut qui dit que Google m'a donné 1,6 million de résultats en 0,34 secondes. C'est pas tout à fait ce que je veux. Je voudrais plutôt avoir une douzaine bien choisis. D'un autre côté, quand je parlais avec mes collègues de Cinequa, à qui j'ai dit mais pourquoi on donne autant de résultats ? Donnons les 3 dont on est persuadé qu'ils sont pertinentes. Ils m'ont dit oui, mais c'est pas comme ça. Les utilisateurs veulent avoir d'abord une vue plus complète, mais après on leur structure ces réponses dans ce qu'on appelle des catégories ou des facettes. Et une fois qu'ils savent, ah oui, je cherche plutôt l'expert XYZ qui a fait le projet, je sais pas, disons, de construction d'une certaine usine dans un certain pays, et je veux avoir son expérience, je le trouve en 2 clics. Mais en gros, avec mon péché de marketing, je raccourcirais cette phrase en disant « Je ne veux pas 1,6 million de réponses en 0,34 secondes, je veux 12 en 1 seconde. »
Et c'est à peu près ça que fait la recherche en entreprise par un moteur qui, je ne vais pas vous montrer tous les détails là maintenant parce qu'on aura trop de choses. Je vais peut-être juste vous montrer, je ne sais pas si je peux revenir là, un seul écran. C'est pas la peine, c'est pas grave si vous voyez pas tous les détails, mais je peux vous dire que c'est un corpus sur la pharmacie. Je pose une question sur l'asthme. Donc, un moteur de recherche, vous attendez des tonnes de pages sur l'asthme. Par contre, vous êtes peut-être surpris de trouver à droite de votre écran des choses, des concepts différentes, dans lesquels vous trouvez aussi, par exemple, tout chronique, chronic cough, chronic bronchitis. Comment le moteur de recherche sait que l'asthme a affaire avec la bronchite ou la toux chronique. Et c'est là la différence entre un moteur qui prend en compte la linguistique et la sémantique et un moteur qui travaille purement statistiquement. Ça peut vous donner au moins une idée comment chez vous, concrètement, on pourrait traduire ce savoir de sémantique, de meaning, dans votre contexte métier. Alors, j'ai dans la présentation que je peux bien vous envoyer un certain nombre d'exemples sur cette catégorisation. Là, c'est un exemple de la banque où il y a un courrier ou un email d'opposition à un chèque et on veut le traiter, on veut trouver quelle est la personne, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Donc, on analyse de manière syntaxique. Je vais cliquer dessus. On va aussi sortir des entités nommées. On va extraire des concepts et on va faire en sorte que quelqu'un qui cherche trouve aussi des choses qui vous paraissent probablement banales. Numéro de téléphone, numéro de compte, numéro de chèque. Mais si vous avez un moteur de recherche qui ne sait pas faire toutes ces choses-là, vous ne trouverez qu'un texte dans lequel il y a un mot-clé ou deux mots-clés, mais vous ne pouvez pas agir tout de suite. Là, il vous sort le nom de la personne, la banque, l'agence, numéro de compte, son numéro de téléphone, vous pouvez l'appeler de suite. Donc vous voyez un peu la différence entre un traitement purement statistique et un traitement autre. Peut-être un mot juste pour terminer sur la recherche d'une personne. Donc vous avez chez Bouygues Construction, notre client, tout un système où on cherche des experts qui ont déjà une expérience dans certains domaines de bâtiment. Et vous dites pourquoi faire? Ils n'ont pas un organigramme? C'est pas renseigné? Ben, bien sûr, ils sont ça. Mais il n'y a pas toute la finesse dedans. Et là, on ne parle pas de déclaratif. Là, c'est le moteur de recherche qui va chercher dans tous les documents, qui va savoir qui a écrit quoi, sur qui a été référencé dans quoi, sur quoi, et qui donc vous donne une cartographie de ces experts ou des réseaux d'experts de manière non déclarative. Disons, les gens n'ont jamais dit « je suis l'expert machin ». C'est le moteur qui trouve et qui vous propose des bonnes personnes que vous n'aurez jamais rencontrées autrement. Voilà, je vais me restreindre à ça. Je vais juste dire deux mots sur... Vous le voyez sur Cinequa. On est donc une PME innovante française, 35 personnes. On était pas mal classés dans les différents classements des analystes, IDC, Gartner et autres, etc. Voilà. Alors, je passe sur toute la partie technique, parce que ce n'était pas mon propos d'aujourd'hui. Et, je m'excuse, vous voyez juste les thèmes qu'on aurait pu encore traiter. Ah mince, voilà. Et peut-être beaucoup plus intéressant, une expérience concrète. J'espère, merci. Bonjour à tous. Quelques mots pour me présenter. Donc, je m'appelle Emmanuel Benoît. Je suis responsable de l'intranet Sales and Marketing du groupe Pernod Ricard.
Je veux juste préciser que je ne suis pas IT. Et donc, si vous avez des questions à la fin sur les serveurs, l'architecture, toutes ces choses-là, je prendrai les questions et je pourrai vous répondre par la suite, mais pas sur place parce que j'ai pas les compétences. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de notre expérience au sein du groupe Pernod Ricard. L'expérience, en fait, elle a commencé en 2006. Donc, je vais vous parler de ce qu'on fait aujourd'hui avec Cinéquois, ce qu'on va faire dans les mois qui arrivent et ce qu'on va faire dans l'année suivante. Donc, un petit peu d'histoire sur Pernod Ricard, parce qu'en France, on pense souvent que Pernod Ricard, c'est le Ricard. Mais en fait, c'est une fusion de deux sociétés qui a eu lieu en 1975 et qui, depuis 1975, n'a fait que croître pour devenir une multinationale avec un dernier chiffre d'affaires de plus de 7 milliards d'euros. Je ne vais pas rentrer dans les détails, juste vous dire qu'on est co-leader dans les spiritueux, donc on est deuxième au niveau mondial dans les volumes vendus, en millions de caisses, derrière Diageo qui vend Smirnoff, G&B, Johnny Walker, que vous connaissez sans doute, et la Guinness. On est numéro 4 au niveau du vin. Et juste pour vous montrer les 14 marques stratégiques de spiritueux et de champagne de Pernod Ricard, avec des marques emblématiques comme Absolut, Ballantine's, Malibu et Havana Club, et 4 marques de vin. Et peut-être qu'il y en a une que vous connaissez, Jacob's Creek, où vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'est des vins plutôt de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique du Sud et d'Argentine. Mais comme c'est pas que ça qui vous intéresse, je vais plutôt vous parler de l'aventure Cinéquois chez Pernod Ricard. Et donc je vais commencer par ce qui se passe aujourd'hui et depuis 2006 en fait. Comme en 2006, on a changé de plateforme pour utiliser une plateforme plus orientée gestion de contenu. On s'est posé la question à ce moment-là du moteur de recherche. Pour moi, on n'allait pas se lancer dans l'achat d'un moteur de recherche full text parce que je connaissais les lacunes, mais on s'est plutôt tourné vers un moteur de recherche beaucoup plus puissant. Et on a choisi Cinéquois à l'époque parce que Cinéquois nous permettait de garder des dictionnaires que l'on avait développés à l'époque avec la solution Arisem. Donc on avait déjà des dictionnaires métiers et ces dictionnaires métiers qui enrichissent beaucoup la recherche et les résultats de recherche, on voulait les garder. En plus, après une certaine batterie de tests avec plusieurs moteurs, Cinéquois répondait vraiment à nos besoins. Je vais y venir. Je veux juste vous montrer quelques pages de l'intranet Sales and Marketing tel qu'il est aujourd'hui, juste pour que vous ayez un contexte. C'est un intranet métier dont la cible principale sont les gens de Sales and Marketing. C'est un site d'actualité qui est mis à jour toutes les semaines, pas tous les jours. Donc vous avez ici la homepage avec... en général, un focus on sur un dossier en particulier qui peut traiter d'une nouvelle catégorie ou de tendances dans le monde, dans les alcools ou dans la musique, ou etc. Vous avez en dessous des snapshots qui sont aussi des données très instantanées sur le digital, la pub, les consommateurs, etc. Donc juste pour vous dire que c'est un site qui bouge beaucoup et que le contenu est mis à jour toutes les semaines. Une deuxième page, c'est une section qui s'appelle Eyes Wide Open. En fait, c'est une newsletter qu'on publie tous les jeudis. Là, les sources sont différentes puisqu'on publie des articles de presse qu'on enrichit avec des tableaux qui viennent de nos bases de données et des photos, etc. C'est juste pour vous montrer que le moteur de recherche cherche également sur cette source dans laquelle on a des articles en anglais et en français. Et bien souvent... les journalistes sont tous très différents dans leur forme d'écriture et l'intérêt d'avoir un moteur de recherche sémantique, c'est souvent il va rechercher un concept, mais avec les concepts qui sont autour de ce concept. J'y reviendrai après. Et ici, nous sommes sur la section Infocentre. C'est en fait
le centre d'information où les personnes vont le plus souvent. C'est ici qu'ils vont trouver des données chiffrées, des panels, ils vont trouver des rapports, ils vont trouver des articles, ils vont trouver des pack shots, c'est-à-dire des packs, des bouteilles. Ils vont trouver des nouveaux produits, donc toutes sortes d'informations, que ce soit des formats PDF, Excel, JPEG, il y a même des vidéos. Donc en fait, c'est moins le nombre de documents et les volumes qu'il est important d'indexer chez nous, mais plus le contenu et les supports. Donc j'ai juste fait un petit rappel ici pour voir quels étaient en fait les besoins et les habitudes de recherche des utilisateurs chez Pernod Ricard, et je l'ai remarqué dans d'autres groupes. C'est qu'en général, les gens ne savent pas comment fonctionne un moteur de recherche. Et à la limite, c'est pas leur problème. Ce qu'ils veulent, c'est des résultats et des solutions à leurs problématiques. Mais en même temps, comme ils connaissent pas les moteurs, bien souvent, ils vont rechercher en tapant un seul mot-clé. Chacun a son langage, comme vous le savez. On donne un mot pour désigner quelque chose et notre voisin va donner un autre mot. Donc toute cette synonymie est très importante dans tous les métiers, même en sales and marketing. Les gens ne recherchent pas forcément en employant le même vocabulaire, surtout chez Pernod Ricard. Il y a le multilinguisme qui est également assez important, puisqu'aujourd'hui on traite le français, l'anglais et un peu d'espagnol. Et demain, on va ajouter 8 langues à notre corpus. Et comme je vous le disais, malgré une méconnaissance des moteurs, les gens, évidemment, ils sont exigeants sur les solutions qu'on leur apporte. Donc, je vous ai listé ici tous les besoins en 4 blocs que j'ai essayé de faire clair. Le premier, en fait, c'était la simplicité. Que ce soit les utilisateurs ou nous-mêmes en tant qu'administrateurs de la solution, on voulait que le moteur qu'on allait utiliser, il indexe automatiquement tout ce qu'on lui donnait à manger, sans qu'on ait besoin de rajouter des mots-clés, sans qu'on ait besoin de rajouter une description, que lui, il mange tout ça et qu'après, il mouline et qui à la fin sortent des données pertinentes pour l'utilisateur. Et pour l'utilisateur aussi, ce qu'on trouvait important, c'est que lui, ne connaissant pas le corpus, dans ses résultats de recherche, il puisse mieux voir l'étendue du corpus. Je ne vais pas vous montrer ici les résultats de recherche, je vous les montrerai dans la partie qui va suivre. La multiplicité, donc c'est la multiplicité des formats, parce que tout format est indexable, même le PDF en format texte. La gestion multilingue, donc pour les documents en français, anglais, espagnol pour l'instant. Et évidemment, la puissance du moteur, c'est ce filtrage par métadonnées, avec un affichage par facette, que je vous montrerai. Une pondération de la pertinence, qui existe sur le titre et sur le contenu d'un document, mais cette pondération, nous, on peut jouer avec, en fait. Et évidemment, dans la puissance et la pertinence, la précision des résultats, évidemment, des solutions plutôt que des résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que on va pas donner 500 réponses, on va en donner une dizaine, et en faisant suffisamment de petite customisation pour que les résultats attendus par la personne répondent toujours à sa question et qu'il ne perde pas du temps à ouvrir plusieurs documents avant d'être sûr d'avoir ce qu'il cherche. Et pour la sécurité aussi, ce qui était important sur l'intranet Sales and Marketing, c'est que selon l'emplacement des données, on puisse dire au moteur, ben ça tu me l'indexes et ça tu me l'indexes pas. Par exemple, on avait une base de données d'études consommateurs. Cette base de données était dans l'intranet, mais certains documents ne remontaient pas quand les gens faisaient certaines recherches. Alors, Sinequa aujourd'hui, c'est plus large, puisqu'en fait,
là, on sort du domaine Sales and Marketing. On est dans le portail d'entreprise Pernod Ricard qui va voir le jour dans 3 semaines et qui est né, en fait, d'un état des lieux qu'on a fait en 2008. Parce que chez Pernod Ricard, les outils comme les filiales sont très indépendantes les unes des autres. Donc, en fait, chaque personne a... Chaque filiale ou chaque propriétaire de marque a son outil, il a son mode et son code d'accès, et tout est étanche, les gens ne savent pas où chercher, et donc il y a un problème à l'arrivée, c'est que les informations qui sont disponibles ne sont jamais exploitées. Donc on avait un grand nombre d'intranets présents en 2008, une confusion et une méconnaissance des outils et des informations qui étaient à disposition des gens. On a des gens en fait qui nous appelaient parfois en nous disant « Je cherche une photo d'un pack pour la marque Perrier Jouette ou autre. Je suis allé sur Google, j'ai pas trouvé. » Alors que nous sommes normalement les garants des packs, des bouteilles qui sont les plus à jour, mais leur réflexe c'est d'aller sur Google. Donc c'est vous dire qu'il y a à la fois trouvé un moyen de donner un accès unique pour chercher des informations, mais aussi de la com à faire sur les contenus existants. Voilà, donc pas de mise en commun des fonctionnalités. Évidemment, on retrouvait parfois la même information sur plusieurs outils et une mise à jour qui était aléatoire. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de proposer une page d'agrégation de contenu. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas remplacer les outils existants chez Pernod Ricard parce que les filiales voulaient garder leur intranet, qu'il soit local, où il y a même des régions aussi qui avaient des intranets locaux, les marques aussi qui veulent garder leur extranet qui est ouvert à l'extérieur. Donc la solution qu'on a trouvée, c'est de proposer une page d'agrégation qui donnerait l'accès à tous ces outils en une page d'accueil qui serait la page par défaut pour tout le monde. Donc voilà la page, et en quelques mots, je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une page d'accueil. Vous avez 3 sections au niveau central de la page. Vous avez la section centrale donc, qui est réservée aux news qui sont remontées des filiales. Et quand les gens cliquent sur la news, ils ouvrent l'outil de la filiale. Donc surtout, on ne remplace pas les intranets des filiales. Sur la gauche, vous avez toutes les informations qui viennent du groupe. Parce qu'aujourd'hui, il y a un intranet de groupe, mais les gens n'y vont pas beaucoup. Donc c'est aussi de la visibilité pour le groupe. Vous avez aussi une section services qui est juste en dessous, où là, on donne un accès direct à des services du groupe, comme les annonces d'emploi, la médiathèque. Tout ce qui est à droite, c'est la section qui s'appelle MySpace, où ici, on a en fait un community wall, c'est-à-dire que les gens vont voir toutes les dernières activités qui se passent sur la plateforme de collaboration qui est derrière cette page. Et également, la personne va pouvoir faire remonter sous forme de fil RSS des news qui viennent des intranets métiers, comme le mien, Sales and Marketing, mais comme d'autres. Et aussi pourront faire remonter des RSS provenant de sites internet qui pourront choisir dans une liste. Et au-dessus, ce qui est intéressant, c'est là que vous avez la zone de recherche qui, elle, va nous permettre de rechercher dans toutes les sources du groupe. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui où s'arrêtent les sources qu'on indexe pour le futur lancement qui a lieu dans 3 semaines. Mais c'est là aussi que les gens vont pouvoir chercher des personnes dans l'annuaire, qui est un annuaire enrichi avec des profils riches, puisqu'on va bientôt aller vers du social network. Donc là, en plus de la simplicité et de la multiplicité, j'ai rajouté le multisource et la visibilité. Donc avec Cinequa, ça veut dire qu'on branche des connecteurs à plein de plateformes différentes. C'est ça l'intérêt, c'est que dans Cinequa sont embarqués des connecteurs qui vont permettre de brancher Cinequa à des intranets qui sont sur des outils, des solutions différentes que la plateforme qu'on a sur MyPortal. C'est aussi pour les intranets et les extranets de marque de la visibilité pour eux, puisque aujourd'hui encore les gens ne connaissent pas bien leurs outils,
Demain, ils arriveront sur cette page, ils pourront aller chercher des informations en un seul endroit et les informations de ces intranets remonteront au même titre que celles de MyPortal. Pour la sécurité, ce qui est intéressant, en fait, c'est que SineQua fait le mapping des droits de chaque utilisateur. C'est-à-dire que les utilisateurs qui ont certains droits sur certains intranets ou extranets du groupe, ils auront les mêmes quand ils se connectent à cette page, à ce point central. Si avant, ils se connectaient à l'intranet de la marque Chivas et qu'ils avaient accès à un certain nombre de documents, demain, quand ils chercheront les mêmes informations, remonteront via le moteur de recherche central. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est l'encapsulage de SineQua dans le futur intranet, dans la future page intranet qui va sortir. Donc la personne fait une recherche et voilà la liste des résultats. On a décidé de faire des onglets en haut pour guider les utilisateurs. Donc par défaut, ils sont sur All. Après, ils ont les documents, les gens, les communautés et les photos et vidéos. Donc ça, c'était l'encapsulage par défaut. Je vous ai mis sur la gauche à quoi aujourd'hui était branché SineQua. Donc c'est le MyPortal, ce que vous voyez à l'écran, avec les communautés et l'annuaire des personnes aujourd'hui. Vous avez Oracle, parce que l'intranet Sales and Marketing est encore sur Oracle. Et vous avez des plateformes propriétaires, en particulier pour la médiathèque du groupe. Et SineQua fait du crawling pour l'intranet groupe et pour le site internet groupe. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, c'est tel que apparaît aujourd'hui SineQua quand nous, on fait des tests en ce moment avant de lancer notre plateforme. Donc, on retrouve nos 5 onglets en haut, avec All, Documents, People, Communities et Photos. Vous avez les résultats tels qu'ils apparaissent. On avait fait une recherche sur la marque Chivas. Donc, on a la liste des résultats au centre. On n'a rien touché encore. Et sur la gauche, vous avez toutes les facettes. Et les facettes, en fait, ce sont les métadonnées, en fait, qui sont sur la gauche. Et la première que je trouve particulièrement intéressante, c'est celle des concepts associés. Ce qui est intéressant avec les concepts associés, c'est comme les personnes recherchent bien souvent sur un seul mot. Par exemple, s'ils recherchent sur la marque Bacardi, grâce aux concepts associés qui sont à gauche, on va retrouver musique, DJ, et ça, pour les personnes, c'est leur permettre d'affiner leur recherche, mais c'est aussi pour les faire rebondir sur d'autres résultats. Et vous avez encore sur la gauche les sources dans lesquelles sont les documents. Donc, c'est à la fois une classification, mais aussi un filtrage pour guider les utilisateurs. Parce que même aujourd'hui, les gens continuent à chercher avec un seul mot-clé. Même s'ils sont de plus en plus habitués à des outils Facebook et autres, leur mode de recherche, c'est un seul mot-clé. Là, c'était juste pour faire un focus sur les facettes. Donc, ce qu'on a vu aussi avec SineQua, c'est que, par exemple, on a des métadonnées dans la Media Library. Par exemple, on a la catégorie des produits qui sont affichés en tant que métadonnées pour les photos. Et dans l'intranet Sales and Marketing, on a une métadonnée qui s'appelle catégorie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va merger ces deux choses pour ne faire apparaître plus qu'une facette. Donc c'est assez facile. Jusqu'à maintenant, toutes nos questions ont des réponses positives. C'est assez rapidement fait. Et encore une fois, je vous dis que sans rien faire en amont sur le corpus, on arrive à une solution qui est quand même assez satisfaisante par défaut. Donc là, c'était juste pour illustrer la partie Media Library, qui demain, pour les utilisateurs Pernod Ricard qui ne la connaissent pas, parce que difficilement accessible, auront une visibilité plus grande, et donc pour eux permettra d'enrichir les résultats de leur recherche. Là, c'était juste pour vous montrer un exemple des métadonnées qui sont disponibles pour les photos.
j'avais entouré le mot brand. Vous en avez d'autres avec la source, l'event. Et donc ça, dans vos corpus, j'imagine que vous avez vos métadonnées et qui sont facilement affichées sur les résultats de recherche. Et donc la dernière slide, en fait, c'est pour vous montrer ce sur quoi on travaille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est Cinequa est connecté à 4 principaux sites. Demain, en fait, on voudrait que les connecteurs soient branchés à tous les intranets des filiales et les extranets de marque. Les contraintes sont liées à l'AD et aussi au travail que devront faire les filiales pour que justement les users de leur intranet ou extranet soient également reconnus dans l'AD. Parce qu'aujourd'hui, ces gens se connectent par login et mot de passe. Donc demain, si on veut que les personnes se connectent avec un seul login et mot de passe, il faut que tous ces outils se parlent facilement. Voilà, en gros, c'est ça. Je ne peux pas aller plus loin dans la description de l'organisation, mais en gros, pour l'utilisateur, ce sera je vais dans un endroit, un seul, pour aller chercher mes informations. Voilà. Si vous avez des questions. Ouais. Allez-y. Lorsque je veux faire une recherche dans votre agrégateur, je peux mettre un mot-clé. Est-ce que par hasard, il est prévu ou possible que je puisse mettre une requête? Donc, vous voulez dire une expression, une phrase une Oui. de mots, En fait, ce que je voulais dire, c'était que bien souvent, les gens, encore aujourd'hui, on le voit dans les statistiques, les gens mettent un seul mot. Donc, il faut que nous, on enrichisse la recherche sur un seul mot. Après, les gens, ils peuvent écrire Chivas et whisky, ils peuvent écrire une phrase entière qui serait la phrase dont ils se rappellent sur un titre. Ils peuvent aussi, dès la première page, faire une recherche avancée. En fait, sous le bouton Search qui est en haut, sous la vague, on a un clic vers la Search avancée. Donc les gens, ils peuvent définir les formats, mais c'est pour les connaisseurs, je vais dire. Aujourd'hui, c'est pas tellement utilisé. Donc ils vont chercher les formats, ils vont donner une date, ils vont dire je veux toute l'expression ou je veux tout sauf ce mot-là. Là, on rentre dans la recherche avancée qui est sous Cinequa supportée. Je voulais savoir qui enrichit ces vocabulaires de reformulation et est-ce qu'ils opèrent avec une pondération en associant une recherche sur du texte intégral ou c'est quoi, la requête ne fonctionne que sur la reformulation? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que derrière, on a des dictionnaires et ces dictionnaires, on a ajouté des synonymes. On a aussi joué au niveau du site Sales and Marketing, comme on avait toujours des titres très pertinents, on a toujours rajouté des pourcentages de pondération sur le titre parce que ce qui se passe avec les articles de journalistes, c'est que des fois, le contenu est moins pertinent que le titre, que nous, on change aussi parfois, on rajoute des mots dans le titre pour que celui-ci soit plus pertinent. Et on pondère en plus le titre pour qu'il arrive en première ou deuxième place en fonction des requêtes des utilisateurs. Pour peut-être compléter, notre premier métier était dans la linguistique. Donc, oui, nous recherchons tout le texte. Nous créons nous-mêmes automatiquement des catégories, donc des facettes, qu'on propose. Et donc, dans ce sens, si vous voulez, on structure la partie non structurée automatiquement. Après, vous pouvez influencer ce qu'on fait, nous, dans le moteur, par tout ce qui était fait en donnant des taxonomies, des différentes catégories vous-même. Mais le moteur en lui-même, déjà, fait ce travail de catégorisation des textes et d'extrait de texte.
Ah oui, tout ce que vous voyez là sur la colonne de gauche, c'est le moteur qui l'a fait. Nous, on n'a rien touché en fait. C'était justement l'idée de cette slide, c'était de montrer, quand on n'a touché à rien, ce qu'on a déjà, par défaut. Et je trouve que c'est quand même déjà assez riche. Alors après, il y a là on les voit pas, mais il y a les personnes citées, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui recherchent des infos sur les personnes dans notre groupe. Et on retrouve les personnes avec lesquelles elles sont dans un document. Moi, je trouve ça très riche au niveau remontée d'infos, sans que nous ne soyons intervenus, en fait. Bon, on me fait signe là. Je vous invite évidemment, si vous voulez nous suivre, à discuter encore un peu dehors ou de passer sur notre stand. Et on sera évidemment heureux de vous répondre à plus de questions. Merci beaucoup. Merci.